l'absence de Pierre-Louis Lyons, je vous présente Claude Lebris, que nous connaissons tous bien ici, qui va nous parler d'éléments finis. Merci. Donc je vais remercier évidemment Pierre-Louis pour l'invitation. Je vais remercier Yann d'avoir fait l'effort de venir se substituer. Et puis je vous remercie d'être venu. Ce n'est pas un jour officiel de grève, mais par capillarité, il y a quand même certaines difficultés de transport. Ok, donc je vais faire un exposé sur les méthodes d'éléments finis multi-échelles, un exposé un peu non conventionnel, où je vais essayer de regarder quelques philosophies, prendre un peu de recul vis-à-vis de ces méthodes d'éléments finis, et puis ça sera étayé par quelques exemples, quelques faits scientifiques concrets. Donc il y a clairement deux registres. Il y a un registre de faits scientifiques et puis il y a un registre d'exégèse, de qu'est-ce qu'on peut en dire, quelles sont les tendances, etc. Et pour la partie de faits scientifiques, ça reposera sur une série de travaux, alors avec des collaborateurs réguliers, dont certains sont là, Frédéric Le Gall, Alexei Lozinski à Besançon, Ulrich Etmaniuk, qui à l'époque était à l'University of Washington à Seattle, et puis des élèves ou anciens élèves, François Madiot et puis Rutger Biesmans, que j'ai mis en rouge là parce qu'il m'a prêté plusieurs résultats numériques très récents, donc c'était normal qu'ils soient mis en exergue. Ok, alors on va regarder des problèmes multi-échelles avec plusieurs échelles spatiales. Donc le multi-échelle spatial et le multi-échelle en temps, ça n'a rien à voir. Donc moi je me concentre sur multi-échelle spatiale. Et puis comme je le mets dans la footnote, multi-échelle, il ne faut pas exagérer, en pratique ça veut dire deux. Ça veut dire deux, il y en a une grande et une petite, et il y a une disproportion sur laquelle on peut jouer. Sur de tels problèmes multi-échelles issus de l'ingénieur, parce que je vais aussi prendre par moment une casquette de quelqu'un qui est passionné par l'utilisation de calculs scientifiques dans R&D, eh bien les approches classiques donnent des résultats faux. Alors j'insiste sur le mot faux, parce que je dis le mot faux par opposition au mot presque juste. Hein. C'est juste faux à 100%. Ce n'est pas que si vous affinez les choses, ça va s'améliorer, c'est juste carrément faux. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'approche d'optimisation classique. Alors le mot classique ou le mot traditionnel ou le mot historique, il est à prendre ici sans aucune notion péjorative bien sûr, c'est de dire on fait une étude mathématique de l'équation et basée sur des raisonnements mathématiques quelquefois très avancés, on arrive à trouver l'équation homogénéisée, on calcule les coefficients homogénéisés, on résout l'équation homogénéisée et puis quelquefois on rétropédale un peu en disant finalement, muni de ce résultat théorique, on peut aussi insérer les petites échelles. Donc ça c'est ce que j'appelle l'approche classique. Mais il se trouve que l'approche classique n'est pas toujours possible. D'abord parce qu'il y a une foultitude d'équations pour lesquelles on ne comprend pas dans le détail mathématique comment ça se passe à la limite homogénéisée. Et puis même si on a cette théorie, elle peut être jugée de précision insatisfaisante parce que par essence c'est une théorie asymptotique. C'est-à-dire c'est la théorie dans la limite d'une disproportion immense des échelles d'espace. Or, pour l'ingénieur, la disproportion, elle peut valoir 10, elle peut valoir 100, et la question très pratique qui se pose, c'est est-ce que 100, c'est une valeur asymptotique? Est-ce que 100, c'est énorme? Est-ce que 100, c'est suffisamment énorme pour que? Donc, c'est assez sain d'avoir dans sa boîte à outils quelque chose d'alternatif, et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Donc, je vais prendre pour l'ensemble de cet exposé l'exemple des méthodes d'éléments finis multi-échelles qu'on appelle multiscale finite element. Bon. Je n'ai pas d'action dans cette méthode, c'est juste que depuis 10 ans, c'est celle que j'ai la plus étudiée. Je la trouve particulièrement élégante. Elle a été créée fin des années 90 par Thomas Ho à Caltech et plusieurs de ses collaborateurs, dont Yalchin Efendiev. On aurait pu faire les mêmes réflexions sur des méthodes compétitrices. J'en ai cité deux classes ici. Vous voyez qu'il y a un petit item avec des 3 petits points, parce que c'est les 3 petits points, on se fait des ennemis avec ceux qu'on ne cite pas, quoi. Mais il y a plein de choses. Moi, je souhaitais citer HMM, qui a été fait par Enquist et collaborateurs, et puis LOD par Petersheim et collaborateurs. Ce que je vais dire, c'est que dans les faits scientifiques, ce que je vais raconter ne s'applique pas à ces deux méthodes. Dans la philosophie et les observations qu'on fait, certaines des observations vont s'étendre à ces méthodes et je vais expliquer pourquoi et dans quelle mesure, mais évidemment le diable est dans les détails et il y aura de la place pour discuter. Alors, la motivation de tout ça, pour ce qui me concerne, c'est la science des matériaux modernes.
Il y a d'autres problèmes multi-échelles dans des milieux complètement différents. Il se trouve que moi, ceux qui m'ont intéressé pendant les décennies qui viennent de se passer, c'est ceux des sciences des matériaux. Et ce que j'ai personnellement observé, mais là on rentre dans la partie personnelle de l'exposé, c'est, j'ai vu deux montées en puissance, le caractère multi-échelle. Alors attention, parce qu'en R&D, multi-échelle, ça veut souvent, voire presque toujours, dire séquentiel, c'est-à-dire ce que j'appelais l'approche traditionnelle classique. On se place à une certaine petite échelle, on calcule des coefficients homogénéisés, on les envoie dans l'échelle du dessus. Timidement, et j'essaierai d'expliquer pourquoi c'est très timide encore, on gère conjointement petite et grande échelle. Mais c'est déjà beaucoup plus sur le front de la recherche académique et beaucoup moins sur le front de l'ingénierie. D'accord ? Et on essaiera de comprendre pourquoi il y a ce schisme entre les deux. La deuxième chose, c'est que, je pense qu'il n'est pas inexact, mais les experts me diront, de penser que l'homogénéisation s'est historiquement construite sur le cas périodique, et en particulier c'est le cas périodique qui a le premier été accessible à la puissance de calcul disponible. Et de plus en plus, on va voir que ce cas périodique n'est pas satisfaisant parce que c'est une idéalisation, alors quelquefois une idéalisation raisonnable pour les produits manufacturés, quelquefois une idéalisation un petit peu osée pour certains produits naturels, certains matériaux naturels, pour le sous-sol géologique, etc., etc. Donc on essaye progressivement de se départir de cette hypothèse de périodicité des petites échelles, et évidemment il y a un coût pour ça, et il faut comprendre comment on procède. Voilà. Alors, en termes de motivation, tous les gens qui travaillent en multi-échelle, ils ont leur photo favorite. J'en ai mis 3 dans ce qui vient, 3 ou 4, je ne me souviens plus. Cette motivation n'est pas supérieure à celle de mes collègues, il se trouve que c'est les miennes. Ça suffit pour se faire une idée des difficultés qu'on peut rencontrer. Ça, c'est une coupe bidimensionnelle d'un matériau composite qui est renforcé par des fibres. Ce que vous voyez, c'est la cross-section des fibres. Et l'idée, c'est de dire, vous voyez, on peut considérer que c'est des fibres qui sont arrangées de manière périodique, mais c'est quand même une approximation un peu osée. Il faudra comprendre comment aller au-delà. Ce qu'on voit aussi, c'est la disproportion entre le diamètre d'une fibre et la longueur d'une aile. Donc, il est clair que c'est furieusement multi-échelle. Là, il n'y a pas de débat. Ici, vous avez un alliage métallique. Là aussi, c'est un exemple pour dire, là, c'est carrément un désordre à peu près complet des différents grains, avec différentes orientations, et même au niveau microscopique, on a quand même un peu de mal à y voir. Un exemple assez intéressant, c'est celui-là. Alors, c'est pour les béotiens, c'est vu de dessus un réacteur nucléaire, un REP, et ce que vous voyez là, c'est les assemblages de crayons combustibles. Et en fait, donc là, c'est manufacturé, il n'y a pas plus manufacturé que ça, donc vous voyez qu'il y a une nature géométrique intéressante. Vous voyez aussi que ce n'est pas nécessairement périodique. Et durant la vie de la centrale, on va enlever et remettre certains crayons, ce qui veut dire que la périodicité va être par endroits aussi perturbée à certains moments du calcul. Très bien. Alors, un avertissement que moi j'estime capital, même si c'est se tirer une balle dans le pied, c'est que les méthodes à plusieurs échelles, elles ont un prix. Et donc, en particulier dans un registre R&D, si vous avez à résoudre qu'une seule fois un problème multi-échelle, j'aurais beaucoup de difficultés à conseiller une méthode multi-échelle. À la limite, on sort le chéquier, on fait un calcul, ça coûtera ce que ça coûtera, mais ça coûtera moins que de s'endramer dans quelque chose qui est technologiquement compliqué. En revanche, et là je retourne complètement ma veste, s'il s'agit de résoudre les choses plusieurs fois, alors là, il n'y a plus débat. Là, il faut investir intellectuellement dans la théorie, il faut investir intellectuellement dans les méthodes numériques. C'est complètement deux facettes, complètement séparées des choses, et il faut une boîte à outils mathématiques adaptée. Okay ? Bien. Alors, si on fait comme d'habitude, parce qu'on a toujours fait comme ça, si on est la mon-beau-fils du calcul scientifique, l'exemple qu'on donne aux étudiants, et je m'excuse devant cette assemblée de le donner, mais en fait, c'est quand même assez intéressant. C'est l'exemple 1D où on utilise des éléments finis P1 avec une taille de maillage qui est très grande devant la petite échelle. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'approcher une équation dont le coefficient homogénéisé n'est pas le bon, et du coup, ça explique que le résultat est faux et pas presque juste. Et plus vous allez raffiner, plus ça va stationner vers ce résultat, sauf si vous raffinez à une précision phénoménale, qui est celle que précisément on s'interdit de prendre parce qu'on se met dans la situation où on n'aurait pas les moyens de faire le calcul étalon or
qu'on aurait envie de faire. Et ça se voit en indé assez facilement. Vous êtes en train d'approximer la mauvaise parabole, donc vous avez complètement faux. Et bien sûr, ça ne contredit pas l'analyse numérique de grand-papa, parce que dans la constante ici, vous avez la multiplication par la dérivée seconde de la solution. La dérivée seconde de la solution pour une équation multi-échelle, ben ça explose. Donc oui, le résultat converge en H, mais en fait, il y a un C sur epsilon devant, et ça vous tue. Donc vous êtes complètement dans les clous de l'analyse numérique, sauf qu'elle ne sert à rien dans ce cas-là, parce qu'elle vous dit ce qu'elle vous dit, c'est-à-dire le résultat est précis à 100% près, et vous ne pouvez rien en faire. Très bien. Et le même phénomène se produit en dimension 2. Ça, c'est les premiers transparents qui m'ont été fournis par Röttger. Donc on fait la même chose, on a un problème avec des perforations ici. Là, vous pouvez imaginer que ce sont mes fibres de mon modèle d'aile d'avion. Vous avez un superordinateur, vous pouvez sous-mailler, etc. Ben, vous trouvez la bonne solution. Et puis tout doucement, vous vous dites, mais jusqu'à quel point je peux dégrader le maillage? Alors, je vous rappelle que la bonne solution, par exemple, a un maximum qui est d'ordre 29 ici. Pourquoi ça? Mais c'est comme ça. Vous déraffinez un peu, vous déraffinez encore, et là, vous avez une fonction qui n'a absolument plus rien à voir avec la solution. D'accord? Donc, ce n'est pas presque juste, c'est carrément faux. Alors, vous me direz, on le savait bien. Oui, mais là, on le voit quantitativement, et quelquefois, on peut avoir des absences, et se dire, bon, c'est pas si grave, ça va marcher quand même. Ben non, ça va juste marcher pas du tout. Très bien. Alors, ça me permet de donner une deuxième opinion personnelle. Et elle est largement critiquable, mais c'est la mienne. L'objectif d'une méthode multi-échelle numérique, c'est pas, ça n'a jamais été de calculer la petite échelle. C'est de calculer la grande. Et ce qu'on observe, c'est que si on veut calculer la grande, si on s'y prend mal, la grande est fausse. Donc la seule alternative qu'on a, c'est calculer correctement la petite de manière suffisamment satisfaisante pour que la grande soit correcte. Ce que je veux dire par là, c'est que la manière de mesurer le succès dans une méthode multi-échelle, c'est de regarder à quel point on reproduit les grandes échelles. Et deuxièmement, quand il s'agit de reproduire les grandes échelles, là aussi j'ai un avis un peu extrême, qui est que dans beaucoup d'applications du calcul scientifique, pas toutes, et je vais m'en expliquer, dans beaucoup d'applications du calcul scientifique, une précision de quelques dizaines de pourcents, ça suffit. Dans une phase de R&D où on est typiquement en train d'éliminer des solutions, vous avez 400 matériaux possibles que vous pouvez imaginer, il faut en éliminer 350. Eh bien, si vous avez une tendance à 20%, vous pouvez éliminer ces 350. Par ailleurs, pas si vous avez une tendance à 100%. C'est-à-dire si vous utilisez une méthode complètement bête, c'est clair que vous éliminez rien du tout. Okay? Donc vous utilisez une méthode multi-échelle, vous ne lui demandez pas l'impossible, vous lui demandez de vous cracher un résultat qui est à 15-20%, ça vous suffit pour éliminer. Commence alors une deuxième phase, qui existe, et je ne la nie pas, qui est la phase où vous allez réellement calculer, avec toute la précision voulue, dans le cadre de cette méthode multi-échelle la plus performante dont vous disposez à l'instant T, vous allez réellement calculer les coefficients, les solutions, etc., mais seulement pour les 50 meilleurs matériaux, les 5 meilleurs ceci, les 10 meilleurs cela. Donc on a toute une phase où on peut être relativement laxiste, on va dire ça. Et c'est pourquoi je dis que dans mon commentaire bleu en bas du transparent, c'est que de temps en temps, on peut, les meilleurs d'entre nous peuvent aussi perdre de vue ce principe et rechercher à tout prix la précision dans le cadre d'une méthode multi-échelle, au prix de rendre la méthode bien compliquée, et on regardera pourquoi. Alors, on a vu que si on fait du P1, ça ne marche pas. Si on nie complètement le caractère multi-échelle, ça ne marche pas. Maintenant, si on fait l'homogénéisation traditionnelle, eh bien, ça va marcher. Alors, je vous ai mis le transparent qu'on met tous en cours, là, tous autant qu'on est dans cette salle, quand on enseigne l'homogénéisation. On prend le moins 10 va grade, on a un coefficient périodique, c'est oscillant, dans la limite epsilon tend vers 0, dans les bons sens possibles, ça tend vers l'équation homogénéisée. Le coefficient magique, il s'exprime, et il s'exprime en fonction du correcteur. Donc, on a une roadmap absolument claire, où la périodicité ici et la linéarité de l'équation servent, on a l'alignement des planètes parfait. En pratique, on pré-résout les EDP qui sont en rouge, on calcule la star par des intégrales locales, on résout le problème macro, et on rétropédale, ce que j'appelais rétropédaler tout à l'heure, c'est-à-dire on reconstruit une approximation tronquée du système. Donc on a clairement un chemin dressé. Je cite quelques références là, j'en citerai bien plus tout à l'heure. Alors, le gain en temps de calcul est colossal, mais j'allais dire que ce n'est même pas si grave, c'est surtout que le résultat il est juste par rapport à la méthode naïve. Évidemment, comme je l'ai dit, mais là on le voit un peu mieux parce qu'on le voit avec une réalité, il faut des formules.
il faut des formules. Et ces formules-là, elles dérivent du fait qu'on a fait l'homogénéisation. On a fait de A à Z sur le bout de papier la théorie de l'homogénéisation, et c'est un accomplissement en soi. Il y a des monstres de l'analyse qui sont intéressés à ça. Donc, on doit reposer sur ces épaules-là. Second, il faut que epsilon soit assez petit. Oui, parce que, regardez, c'est quand epsilon tend vers 0, il se passe des choses. Quand epsilon est petit, je néglige les termes d'après, etc. Donc la question pratique, c'est à quel point epsilon doit être petit. Question à laquelle, par définition, vous ne pouvez pas répondre, puisque vous ne savez pas quelle est la solution de référence, parce que si vous saviez quelle est la solution de référence, vous la prendriez et vous n'arriverez pas dans tout ça. D'accord ? Donc il y a une partie pari de Pascal ici, et cette partie, c'est pour ça qu'il est clair qu'il est intéressant d'avoir quelque chose. Alors, pour ce quelque chose, là c'est le vrai début de l'exposé, on va se servir de la théorie comme guide de pensée, parce que d'une certaine manière, on a abandonné le fait qu'on va pouvoir programmer tout ce qu'on a dit. On va être dans des cas qui ne sont pas complètement orthodoxes. Donc, on va utiliser la théorie, mais de manière un peu floue, quitte après à refaire une théorie d'analyse numérique du fait que, proprement, avec des méthodes mathématiques établies, la méthode converge. L'idée, c'est de rendre les fonctions éléments finis problèmes dépendants. Donc on est pile dans le cadre de l'approximation non linéaire. La solution, la base sur laquelle on développe dépend du problème. Ce n'est pas le seul endroit des sciences où ceci arrive, il y en a plein. Il se trouve qu'en voilà un. Alors ça va marcher, on va le voir. Mais moi, mon exposé, c'est presque d'insister sur le fait que ça a un coût. Ça a un coût en termes d'implémentation et d'intrusivité. On va s'en expliquer, mais déjà avec le fait que les éléments finis sont problèmes dépendants, on comprend qu'on ne va pas pouvoir tirer le logiciel de l'étagère et s'en servir tout de suite. Ça a un coût parce qu'il va y avoir des mises à jour. Ben oui, si le problème change, les éléments finis changent. Ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Ça a un coût parce qu'on rentre dans un domaine où il n'y a plus d'analyse numérique existante, il va falloir refaire au coup par coup toutes les choses. D'accord ? C'est par nature un problème non linéaire. Même si l'équation est linéaire, l'approximation est non linéaire, et donc un problème non linéaire, on refait à chaque fois, il n'y a pas de théorème général. Et puis le résultat de ça, c'est qu'honnêtement, il n'y a pas de consensus sur la bonne approche. Alors, de manière plus précise, chaque créateur d'une méthode croit au consensus que sa méthode est la meilleure. Par contre, quand on change de créateur, la solution change. Donc, ce que j'appelle, il n'y a pas de consensus. Voilà. Donc, il faut regarder ça de manière clinique, en disant, voilà, on ne prend pas part, mais on regarde, on ne prend pas parti, pardon, on regarde et on étudie. Et c'est exactement la logique dans laquelle on se place. Alors, qu'est-ce que c'est cette méthode ? Pour les gens de la salle qui ne connaissent pas MSF et Emeline, la voilà. Donc, délibérément, je mets des triangles, là c'est mon camembert, je mets des triangles qui sont bien plus grands que les microstructures. Pensez à grand H égale 10 epsilon, si vous voulez un ordre de grandeur. Epsilon, c'est le diamètre rouge, H, c'est la taille du triangle. OK, donc j'ai tout fait pour me gourer. Mais je vais quand même m'en souvenir de la manière suivante. Le bord du triangle, alors si c'était des quadrangles, ça serait pareil, hein, vous transportez, et puis vous transportez en 2D. Je suis en train de faire un cas simple pour que tout le monde dans cette salle partage le même langage. Le bord du triangle, vous mettez là votre brave fonction P1, donc c'est affine par morceau. Mettons que ça vaut 1 ici, 0 ici, 0 ici, 0 là. Et à l'intérieur du triangle, vous résolvez avec cette condition au bord quelque chose qui a à voir avec l'équation du correcteur. Alors, dans le quelque chose qui a à voir avec l'équation du correcteur, ça sera discuté pendant 20 minutes tout à l'heure. Donc, pour le moment, on prend la phrase telle quelle. C'est l'opérateur, ici, qu'on voit au départ, et on met égal 0. Il y aura des complications. Gardons ça dans un petit coin de notre tête. Bon, une fois qu'on a fait ça sur ce triangle-là, on fait ça sur tous les autres, et on reconstruit, vous voyez, en regroupant, une sorte de fonction chapeau, hein, le parapluie qu'on apprend tous à l'école, sauf que c'est un parapluie, d'une certaine manière, flétri, parce que ces baleines reproduisent les oscillations du problème à l'intérieur de chaque case. Okay ? Néanmoins, vous avez une approximation conforme, parce que vous avez mis P1 à gauche et à droite du décriant, et puis vous résolvez online le problème. Alors, d'une certaine manière, et je suis content que Frédéric soit là, c'est une méthode de décomposition de domaine, où on va trouver une solution locale et combiner ces solutions locales en une solution globale. Sauf que c'est one-shot. Vous avez deviné une condition sur les frontières artificielles, vous l'avez utilisée, vous ne la mettez pas à jour. D'accord ? Donc c'est comme si on faisait un seul coup, en un certain sens, de Schwarz non-overlapping. Okay ? Vous avez assemblé un problème global, mais vous n'itérez plus jamais. Bon. On y va, on continue.
la variante que je vous ai proposée, c'est la variante originale, celle de Tomahawk 1997. Elle est d'IMSFM linéaire parce que, fermez vos yeux, parce que justement j'ai pris sur le bord des domaines des fonctions PA. Okay, bon, mais il y a des choix, il y a eu des choix arbitraires. Et ces choix ont été revisités au cours des années. D'abord, à l'intérieur des éléments, on s'est inspiré de l'équation du correcteur. Alors attention, parce que vous pourriez me dire, non, je ne me suis pas inspiré de l'équation du correcteur, je me suis aussi inspiré de l'équation de départ. Oui, sauf que dans le cas divergence à grade, tout le monde est le même. L'équation de départ, l'équation du correcteur, l'équation homogénéisée. Elles ont toutes la même forme. Elles n'ont pas les mêmes coefficients, mais elles ont toutes la même forme. On verra tout à l'heure, dans un cas plus compliqué, que tout d'un coup, il y a des dichotomies et qu'il faut comprendre quoi faire. La deuxième chose, et ça c'est évident quoi qu'il en soit, c'est qu'on a été très arbitraire sur les conditions aux limites. Quand je parle des conditions limites, je prends les conditions limites sur les bords artificiels créés par le maillage. Parce que comme on veut faire du one-shot, on est obligé de deviner la solution sur ces bords. Et comme on n'a pas la science infuse, on prend ce qu'on peut. Donc des fonctions linéaires, des polynômes, etc., etc. Et pour ça, il y a plein d'options. Et vous pouvez revisiter l'histoire des 20 dernières années pour ce qui concerne, l'histoire avec un petit h, pour ce qui concerne les méthodes multi-échelles, par l'amélioration de ces conditions au bord. Alors, une amélioration cruciale, ça a été la méthode qu'on appelle oversampling, que je vous ai mis en footnote ici. Donc, c'est de dire, je suis bien incapable de définir ce qui va se passer sur le triangle, donc je vais augmenter mon triangle, je vais mettre des conditions pipeaux là, sur mon triangle vert, et je vais conserver ma solution que sur le triangle intérieur. Je vais tronquer. Alors ça, c'est brute force, parce qu'évidemment, ça vous donne une méthode non conforme, parce que si vous tronquez ici, là, le long de cet edge, si vous faites la même chose sur le triangle voisin, il n'y a aucune raison que la troncature soit d'accord avec sa voisine. D'accord ? Donc ça vous dit quelque chose de non conforme. Cela dit, ça marche super bien. Et c'est très difficile aujourd'hui de battre cette variante-là. D'accord ? Bon. Après, il y a eu d'autres créations, et il y a une méthode que j'aime beaucoup par Grégoire Allaire et Robert Brizzi, où ils ont augmenté le degré des polynômes sur les edges du triangle. Nous, ce qu'on avait essayé, c'était deux choses, les polynômes de Legendre, et ce dont je vais parler ici, c'est Kruser-Raviart. Donc, je fais juste une incidente, là, il y a un lien hyperlink, si vous voulez. Voilà ce que c'est Kruser-Raviart. Kruser-Raviart, c'est de dire, on ne sait pas quelles sont les conditions au bord sur le triangle, on n'a pas envie d'augmenter la taille du triangle, parce qu'il va arriver à ça plusieurs artefacts numériques dont je m'expliquerai tout à l'heure. Donc, on va garder sur le triangle, on va relâcher un peu la continuité, on va mettre des conditions de flux. Et alors, pour ça, pourquoi ? Parce qu'on a en tête des situations bien particulières qui sont reliées à ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir qu'on essaye d'aller vers des modèles qui sont des microstructures qui ne sont plus périodiques. Donc imaginez ici, je pense que vous voyez, vous avez une structure périodique avec des trous. Alors on a pris des quadrangles au lieu de triangles, ça ne change rien pour ce que je vais dire, et on fait très attention avec notre maillage de ne jamais intersecter aucune perforation. Et puis, à côté, on fait le job complètement débile, qui consiste à décaler d'un demi-pas le maillage pour qu'on intersecte une perforation sur deux. Donc, d'une certaine manière, c'est à comprendre à l'envers. On aurait eu un maillage qui était fixé, et certaines perforations, parce que le domaine n'est pas périodique, auraient intersecté le maillage, d'autres ne l'auraient pas. Et là, ce qu'on a, c'est les deux extrêmes, le perfect case scenario et le worst case scenario. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas de regarder si la méthode est bonne, c'est de regarder à quel point la méthode est robuste par rapport à ce genre de changement de géométrie. Alors voilà comment on regarde ce tableau. D'abord, ce qu'on voit, c'est que les nombres, c'est des dizaines de pourcents. Vous voyez, c'est consistant avec ce que je vous disais, qu'on n'est pas en train de faire des précisions de 1 pour 1000, etc. Le OS, là, qui est un peu dans une autre couleur, c'est la Rolls-Royce. Donc vous voyez, c'est pas génial. C'est 20% d'erreur L2, 12%, 38% ou 31% d'erreur H1. C'est des erreurs conséquentes. Mais les gens sont satisfaits de ça. Et donc, quand on regarde, ce qu'il faut regarder, c'est à quel point le chiffre dans cette paire de colonnes diffère de cette paire de colonnes. Vous prenez linéaire, vous passez de 16 à 28, de 32 à 52, donc vous multipliez par 2. Autrement dit, effectivement, des conditions linéaires, ce n'est pas stable sous ce genre de choses. Parce que si votre condition linéaire coupe l'intersection, intersecte la perforation, votre condition linéaire est complètement fausse. D'accord ? En revanche, Kruser-Raviart, vous passez de 9 à 9 ou de 24 à 27. Bon, vous prenez un petit châtaigne, mais ce n'est pas grand-chose. Donc c'est relativement robuste. Après, on peut dire, on aimerait avoir mieux que 25%, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est robuste par rapport à ces choses. Donc vous montrez par ces études-là que, premièrement, vous trouvez une alternative crédible. Vous voyez, j'étais très, très, très prudent dans mon estimation. C'est une alternative crédible à oversampling. Et surtout, vous montrez que c'est possible
de construire une méthode numérique qui va être relativement peu sensible à votre mauvaise approximation, à votre mauvaise devinette de ce que sont les conditions d'interface. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Alors, je reviens à mes bilans de tout à l'heure. Donc, il y a une équation à l'intérieur, il y a les conditions au bord, et peu ou prou, les méthodes concurrentes dont je ne parle pas, elles réalisent un agenda identique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a un agenda, une roadmap qui est fournie par la théorie de l'homogénéisation. On ne peut pas la suivre à la lettre, mais ça nous donne des idées. Ça donne des fonctions de base qui seraient idéales à la petite échelle. Alors, par exemple, dans LOD, c'est des fonctions dont le support serait tout le domaine computationnel. Sauf qu'évidemment, on ne veut pas gérer des fonctions dont le support est tout le domaine computationnel. Donc on les tronque. Donc on met des emplâtres, en un certain sens. Les mêmes emplâtres que MSFM met en disant « je vais deviner la condition au bord ». Donc aucune méthode n'est exempte d'un certain jeu de devinettes pragmatiques. Et donc c'est en ce sens que je dis que même si les détails vont probablement varier d'une méthode à l'autre, eh bien on retrouve des approximations et des troncatires ad hoc. Mais il y a quelque chose qu'on comprend tout de suite, rien qu'avec ces transparents, c'est que d'ores et déjà, c'est intrusif. C'est intrusif parce qu'il a fallu que vous modifiez la définition des éléments finis sur chaque maille. Quelle que soit la manière dont vous y êtes pris, il fallait faire ça. Et ça, ça c'est un drame. C'est un drame parce que changer les fonctions de forme, c'est une modification très intime d'un code de calcul. Alors, si vous êtes matheux, ça va encore. Si vous êtes mécanicien en laboratoire académique, ça commence à devenir nerveux. Et si vous êtes ingénieur en R&D, la discussion s'arrête comme ça. Parce que c'est la mise en danger de dizaines d'années ingénieurs de développement de code. Et ça, en un certain sens, ça explique un peu la difficulté, à mon sens, mais c'est une interprétation, la difficulté qu'ont ces méthodes à percoler au-delà d'un petit cercle d'initiés. Parce que ça représente une modification logicielle. Alors ce qu'on va faire, c'est regarder si on peut limiter autant que possible cette modification logicielle. D'accord ? Donc pendant 5 minutes, on va faire de l'ingénierie logicielle. On va prendre le problème simple, qui est le problème moins divagrade, qu'on a tous regardé, et au niveau algébrique, c'est RU égale F. On n'a rien inventé. Avec une matrice de rigidité qui fait intervenir ces fameux phi epsilon, qui sont les fonctions de forme, et un membre de droite qui fait intervenir les fonctions test phi epsilon. Et ça, c'est pas sympa, parce que ça n'existe pas dans votre code. OK ? Bien. Alors, vous me faites confiance là, et on va regarder cette ligne-là. Cette ligne-là, le code couleur, c'est ce qui est rouge, c'est à la petite échelle, ce qui est bleu, c'est à la grande échelle. Il se trouve que le phi epsilon que vous êtes en train de calculer par votre résolution de vos problèmes locaux dans votre offline, ça s'exprime, c'est un exact, c'est une égalité. Ça s'exprime exactement comme ça. C'est la fonction P1 plus les dérivés des fonctions P1 pondérées fois un correcteur numérique. OK ? Bien. Et en fait, je vous ai mis en dessous la formule que je vous avais mise sur le transparent théorique, et vous voyez évidemment la filiation, c'est quasiment la même formule, mais pour les fonctions de forme, au lieu d'être la solution. OK ? Très bien. Donc vous avez ceci. À partir de là, c'est une égalité, il n'y a rien à comprendre, on fait le calcul, ça trouve ça. À partir de là, vous pouvez réexprimer, alors là je suis un peu technique, mais on va glisser ensemble sur les détails, votre matrice de rigidité, vous allez la réexprimer comme une matrice de rigidité avec des fonctions P1, sauf que la matrice qui multiplie ça, elle a changé, c'est celle-ci. Et là encore, les experts d'homogénéisation reconnaîtront quelque chose qu'on connaît, c'est très très proche de la valeur de A étoile, ça. Si K était le vrai correcteur et epsilon valait 1, ça serait, dans le cas symétrique, ça serait la matrice à étoile. Et donc, ce que vous êtes en train de faire, c'est de tromper le code. Voilà ce qu'on va faire. Vous allez résoudre A bar U bar égale F bar avec votre code générique. Sauf que la matrice A bar que vous lui avez donnée à manger, c'est en fait la matrice à epsilon, la même. Vous l'avez écrite différemment. Et le second membre, vous allez quand même un peu taper dessus, c'est-à-dire, idéalement, ça serait phi epsilon, vous allez prendre phi P1, vous allez changer la fonction de test. Votre code habituel, il vous fournit U bar, qui est une superposition des P1. Ces mêmes poids, vous allez l'utiliser dans le développement en epsilon. Et en fait, ça vous donne une très bonne approximation. Alors, il n'y a pas de miracle. Ici, j'utilise à toutes les lignes la linéarité de l'équation. D'accord ? C'est la linéarité qui fait marcher tout ça. Et en résumé, vous avez quoi ? Vous avez changé une méthode FSM avec des fonctions test phi epsilon à gauche et à droite, à la même méthode. Alors, elle s'exprime comme ça, mais elle s'exprimerait aussi avec des phi 1, fois un membre de droite qui a changé.
Ah oui, le membre de droite a changé. Mais le membre de droite, il ne va pas nous tracasser trop, vous voyez, parce qu'on va regarder les erreurs qu'on fait. Donc ça, c'est les erreurs que fait la méthode intrusive. C'est de l'ordre de 50%, 30%, 20%, 10%. Et puis ça, c'est l'erreur qui est spécifiquement due au fait qu'on a un petit peu externalisé certains calculs. Et vous voyez, c'est 2 ordres de grandeur en dessous. Donc ça passe complètement inaperçu. Ça ne serait pas le même débat si on était encore une fois en train d'essayer d'attraper des pouillèmes de pourcents. Mais là, comme on essaye un calcul, on a des ambitions relativement modestes. En fait, le fait d'avoir externalisé le code, une partie du code, c'est quasiment indolore. Alors tout ça, ça s'explique. Donc, comme je vous disais, autant dans la phase de design de la méthode numérique ou dans sa phase d'implémentation, on peut jouer un peu philosophiquement et avec une certaine licence avec la théorie, autant quand il s'agit après de démontrer les estimés d'erreur, là on redevient mathématicien. Okay, et là on dit, ben voilà, le U epsilon moins le U epsilon non intrusif, donc ça c'est vraiment une méthode multi-échelle, codée de manière d'ingénierie logicielle très peu intrusive, voire pas du tout, eh bien, ça se comporte la différence c'est ça, et c'est complètement inaperçu, donc là c'est une preuve, avant c'était une expérimentation numérique, complètement inaperçu par l'erreur typique d'une méthode multi-échelle. L'erreur typique d'une méthode multi-échelle basée sur du P1, c'est un H qui est dû au P1, c'est un racine de epsilon qui est dû à la théorie, c'est la convergence de l'expansion à 2 échelles versus la solution exacte, et c'est un racine de epsilon sur H à cause de l'inexactitude des conditions au bord, sur les bords des éléments. Vous avez typiquement ces 3 contributions. Et donc ça, c'est toujours beaucoup plus grand, vous voyez, que ce truc-là, donc c'est pas grave. Alors, je voulais raconter sur MSFLin, mais c'était parce que je voulais essayer d'être pédagogique, ça peut s'aborder à d'autres équations linéaires, ça peut s'approcher à d'autres, ça peut s'appliquer, excusez-moi, à d'autres types de conditions au bord, on est capable de faire ces choses-là. Une petite chose pour les experts en analyse numérique, en fait, il n'y a aucune erreur additionnelle si on considère la variante Petrov-Galerkin. Ben oui, ce que je vous ai expliqué au-dessus, c'est que, en fait, j'avais changé la fonction test. Donc si dès le départ, il est complètement saugrenu, vous partez d'une méthode multi-échelle. Cette méthode multi-échelle, vous l'exprimez en Petrov-Galerkin, où Petrov c'est en P1. Multi-échelle fois P1, ben là, vous ne perdez rien à l'externaliser. Ok, bon, il faudrait avoir cette idée un peu saugrenue, mais au moins ça permet de comprendre. Okay, alors, peut-être ce qu'on peut comprendre ensemble, c'est ce dernier triangle. Donc l'approximation à 2 échelles, celle fournie par la théorie, c'est celle qui a motivé, ce que je comprends dans la tête de Tomao, la méthode multi-échelle au niveau discret. C'est-à-dire, c'est mes fonctions, je vais aller les chercher de sorte qu'elles reproduisent le développement à 2 échelles localement. Et nous, la couche qu'on ajoute, comme je disais, c'est une couche d'ingénierie logicielle. C'est-à-dire, cette formule, qui est complètement transparente dans la méthode, eh bien, on y met des couleurs. Et ces couleurs impactent sur quoi est programmé où. Vous voyez ? Et donc, du coup, on peut externaliser une bonne partie du calcul et rendre acceptable pour un ingénieur de R&D le fait de considérer une méthode du multi-échelle dans son code historique. Ce qui me semble être une petite avancée du point de vue de la pénétration de ces méthodes. Donc, de nouveau, une opinion personnelle. Ça fonctionne super bien, mais ça reste une activité de niche. Parce qu'il y a un coût énorme d'implémentation. Okay ? Et on a un véritable schisme entre le monde académique et le monde R&D, me semble-t-il. Donc, il faut aller vers la simplification de l'implémentation. Mais la simplification de l'implémentation, ça a toujours un prix. Et c'est là où, d'une certaine manière, la vie n'est pas si mal faite que ça. Parce que précisément, comme dans des phases préliminaires de R&D, une position correcte et pas une précision faramineuse est nécessaire, on a un peu de mou. Donc on va utiliser ce mou pour peut-être perdre un peu en précision sur la méthode, mais la rendre plus acceptable d'un point de vue de l'implémentation. Et c'est ça que je veux suggérer. Donc il y a une piste consistant à troquer la course à la précision pour la course à la simplicité, et de garder un peu les deux. Bon, l'étude qu'on a faite ensemble, là, montre que c'est possible. Est-ce que les gens, mordront à l'hameçon? Ça, c'est autre chose, mais on a préparé le terrain pour que... Bon. Alors, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, parce qu'on vient de prêcher pour la simplicité aux dépens de la précision. Maintenant, je vais quand même vous montrer qu'on peut aussi améliorer la précision. On est vraiment dans une espèce de schizophrénie. Vous savez, je crois que c'est Henri de Monterland qui disait qu'il faut toujours s'appuyer solidement sur ses principes, ils finiront par céder. Donc, je suis pile dans cette ligne de pensée. Donc, la question du choix des fonctions de forme. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai glissé tout à l'heure, et je vous avais promis d'y revenir, donc faisons-le.
Et pour voir ça, on va regarder cette équation qui est à peine plus compliquée que celle d'avant. J'ai introduit un terme d'advection, B scalaire gradient epsilon, dans mon équation elliptique. Okay. Alors, tout de suite, vous voyez que B, ça peut être une constante, ça peut être B de x, ça peut être B de x sur epsilon, ça peut être 1 sur epsilon, B de x sur epsilon, ça peut être B de t et de blablabla. Il y a toute une... il y a plein d'options. Mais pour le moment, gardons B égale B, hein, ne cherchons pas la difficulté. Et puis, quand même, on ne va pas complètement truand, on va prendre un B qui est grand. Parce que si vous prenez un B qui est petit, ça c'est une petite perturbation de ce truc-là. Bon, voilà, toutes les méthodes pour le diffusif vont marcher. Donc, c'est pas honnête. Ce qu'il faut, c'est quand même bien secouer la diffusion en lui mettant un grand terme d'advection. Donc, je suis réellement dans un régime convection demi. Très bien. Alors, l'opérateur n'est plus auto-adjoint. Bon, à la limite, il y a une boîte à outils qu'on perd, mais ce n'est pas si grave, c'est technologique, hein, ça ne limite pas la science, ça aiguille simplement sur les outils. Par contre, beaucoup plus intéressant, selon les cas et l'interprétation qu'on en fait, équation originale, équation du correcteur et équation homogénée ne sont pas nécessairement les mêmes. Le B, suivant que vous avez une moyenne nulle, vous avez un B de x sur epsilon, vous avez un 1 sur x B de epsilon, sa moyenne est nulle, sa moyenne n'est pas nulle, le B il est lent, le B il n'est pas lent, etc. etc. Ben, votre B peut se trouver éliminé de l'équation du correcteur, peut se trouver intégré dans le A étoile, peut se trouver disparaître complètement. Vous avez plein de solutions. Ce qui fait que le joli alignement de planètes qu'on avait en diffusif, ben, tout d'un coup, on se retrouve avec un choix qui a priori n'est pas évident. Que prendre pour équation pour les fonctions de forme? Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé des conditions au bord des triangles, et on a trouvé relativement évident qu'on allait prendre à l'intérieur quelque chose qui répliquait les oscillations de la solution. Sauf que maintenant, on s'aperçoit que ce n'est pas évident. Et si vous y réfléchissez 2 minutes, enfin, quand j'y réfléchis 2 minutes, mon avis change du lundi au mardi. Le lundi, je me dis, bon, c'est clair que les fonctions de forme doivent attraper les petites oscillations. Les petites oscillations, c'est encodé dans le correcteur. Donc, je vais répliquer l'équation du correcteur. Bon, puis je dors, et le mardi matin, je me lève. Et je me dis, bon, c'est clair que partout en analyse numérique, c'est l'opérateur du membre de gauche de l'équation de départ qui joue. Dans le lemme de CA, c'est l'opérateur du membre de gauche. Dans la stabilisation, qu'on va voir dans 5 minutes, c'est l'opérateur du membre de gauche, etc. etc. Donc, c'est clair que c'est l'opérateur original qu'il faut coder. Ce n'est pas l'équation du correcteur. Ah oui, mais... Et puis le mercredi, je change encore d'avis. Donc, je n'arrive pas à me faire une religion. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est cliniquement de tester les cas et de voir comment ça impacte. D'accord? Par contre, je suis preneur d'un conseil si voilà. Alors, parce que, une petite incidente, parce que B est grand, de toute façon, le système va être instable. C'est déjà instable quand il y a une échelle, donc il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit bien meilleur quand il y en aura plusieurs. La convection dominée rend l'approximation numérique P1, par exemple, instable, et on sait depuis 40 ans qu'il faut faire du SUPG, il faut rajouter des bulles, il faut faire du Petrov-Galerkin, vous formalisez ça comme vous voulez, mais il faut faire un traitement numérique spécial dû au fait que l'hyperbolique est en train de prendre le dessus sur l'elliptique. Donc de toute façon, on ne coupera pas à ça. C'est une... Oui, exactement, François. Mais quand? Mais pourquoi? Et c'est exactement cette zone grise qui nous intéresse, parce que, encore une fois, on ne se met pas dans une... Là, on va faire une analyse pour que d'un point de vue opérationnel, on puisse délivrer des recettes. Les gens ne vont pas s'amuser à faire 2000 tests pour enfin trouver leur bonne méthode numérique. D'accord? Donc là, on est dans une phase d'analyse. Alors, on peut penser à quoi? On peut penser aux fonctions de la diffusion pure. C'est-à-dire, je décide que c'est ça que je mets comme fonction de base. D'ailleurs, ça peut être, on peut dire ça sur des problèmes d'ingénierie logicielle. C'est-à-dire que je reprends ma discussion de tout à l'heure, j'ai finalement été capable de convaincre l'ingénieur de coder des éléments finis multi-échelles diffusifs. Si la semaine d'après, je reviens, je lui dis tu changes tes éléments et tu les mets avec un terme de convection, là, ça va vraiment mal se passer, je ne peux pas lui donner tort. Donc, on peut vouloir réutiliser l'existant. Ou on peut dire, ben voilà, on va mettre le B, en se demandant si ça évite des techniques de stabilisation, parce que d'une certaine manière, on a été très fidèle à l'équation de départ. Donc, on doit avoir un petit bonus à cause de ça. Tout ceci, évidemment, c'est à combiner, hein, c'est un genre de produit tensoriel dans votre tête, avec les diverses conditions au bord à utiliser. Puis enfin, peut-être on veut rajouter des fonctions bulles. D'ailleurs, cette petite ligne-là, elle est pour vous dire que quand on fait ces choix de fonctions de forme, en fait, c'est comme si on rajoutait certaines fonctions bulles particulières. Donc, en fait, je mets des petits triangles là, mais tous ces triangles, ils s'intersectent, ils s'overlappent. La situation n'est pas claire comme de l'eau de roche. Hein. C'est pas simple, cette affaire. Je vous mets ici, on laisse de côté le splitting, on cherche seulement du motelier. Oui, parce que ce que vous pourriez dire aussi, c'est j'ai un code qui fait du diffusif, j'ai un code qui fait
de l'advection diffusion, j'itère entre les deux, à la fois au niveau du code et au niveau des méthodes, parce que je vais faire l'étape d'advection, pensez à un time splitting, je vais faire la demi-étape d'advection en une échelle, et puis après je fais une correction qui est due à la diffusion multi-échelle. On pourrait faire ça, c'est des choses qui font partie du paysage, c'est des choses qu'on a aussi étudiées par ailleurs, mais là ce que je vous raconte, c'est vraiment en supposant que je cherche un algorithme monolithique. Je cherche la solution d'un seul coup. Bien. Ça, c'est la forme des fonctions de forme et des fonctions bulles. Et quand le P-clé augmente, alors ici, le champ B, vous le pensez comme ça, c'est un truc qui part de là et qui va. Et bien, ça vous déforme la forme des fonctions, ça vous décale les trucs. Alors, allons-y. On prend un contraste égal à 10, donc ces transparences sont dues à Röttger-Bismans. On prend un contraste égal à 10 et on fait du P1. Donc, quand vous allez vers la droite, c'est de plus en plus dominé par la diffusion. Quand vous allez vers la gauche, c'est de plus en plus dominé par l'advection. D'accord ? Alors, le P1, vous voyez, ça a 20% d'erreur ici, parce que le contraste est relativement faible, donc c'est pas très bien. Mais ce qui est clair, c'est que ça explose quand l'advection est branchée. Rien d'étonnant, ça fait 40 ans qu'on le sait. Il faut corriger par une méthode de stabilisation. Et là, vous voyez que quand on stabilise, ok, au moins dans la zone où l'advection prend de l'importance, le truc se met à mieux marcher. Bon, j'allais dire que ça, c'est un check de non-régression, d'une certaine manière, comme on dirait dans les processus logiciels. Alors, on branche la méthode multi-échelle. Et puis, parce qu'on n'est pas complètement con, on la stabilise quand même. Alors là, évidemment, dans le régime diffusif, elle se met à bien mieux marcher. Elle est faite pour ça. Elle marche bien mieux que P1. Et dans le régime d'advection, elle fonctionne bien. Alors, attention. Là, je fais un petit warning sur la proximité de ces points rouges et violets. Parce que vous pourriez vouloir en déduire, ah ben oui, pourquoi je m'ennuie, dans un langage plus trivial même pour le verbe, à prendre cette courbe violet, parce que ma courbe rouge, elle est parfaitement raisonnable dans le régime d'advection dominé. Eh bien, c'est à cause du mou de François. C'est que là, si epsilon est petit, n'oubliez pas que la matrice de rigidité que vous utilisez, elle est fausse. Il se trouve qu'elle n'a pas d'impact sur le calcul parce qu'elle est multipliée par une petite viscosité. D'accord ? Donc, effectivement, ça vous donne quand même, coup de bol, les bons résultats. Mais quand vous allez commencer à monter et où la diffusion va reprendre le pas sur l'advection, et c'est quelque chose qu'on verra tout à l'heure dans un plus fort contraste, eh bien, cette méthode va devenir de plus en plus fausse. Donc, d'une certaine manière, cette bonne nouvelle ici, que vous pouvez négliger les petites échelles quand l'advection domine, qui est une bonne nouvelle que n'importe quel mécanicien des fluides achèterait et à juste titre, la question c'est qui domine qui. Et ça, c'est compliqué. Après, vous prenez MSFM. Donc là, vous avez des fonctions de base qui sont pile l'opérateur de départ. Boum, c'est pas bon. Inattendu. Hein. D'ailleurs, vous faites mieux, vous y rajoutez des fonctions bulles pour avoir ceinture et bretelles, et ça marche quand même pas. Ça vous plaide pour le point de vue du lundi et pas celui du mardi. Et puis, vous pouvez faire des méthodes qui marchent. Donc ça, c'est ADV, MSFM. Il y a des conditions de Kruser-Raviard, il y a des bulles. Et ça, c'est bon dans le régime diffusif, c'est bon dans le régime convectif. Donc en réfléchissant, on arrive à faire des choses qui sont bonnes. Secouons ces choses en mettant un contraste plus grand. Alors, pour des experts du multi-échelle, un contraste plus grand, ça s'appellerait de 100 millions. Soyons clairs. Bon, là, on fait 100 parce que ça tourne là-dessus, ça tourne sur des petits trucs, machin. Et ce qu'on veut voir, c'est les tendances. Hein. Mais n'en déduisez pas que le mot 100 est un grand contraste en homogénéisation. C'est pas vrai. C'est juste que c'est 10 fois le contraste d'avant. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors maintenant, P1 en diffusif, là, il y a pas, c'est 80% d'erreur. Donc, vous pouvez jeter la méthode. P1, juste aussi d'un point de vue visuel, je vais un peu plus loin vers la droite, mais je vais un peu moins loin vers la gauche par rapport au graphique précédent. Donc je m'intéresse à cette zone intermédiaire où ce n'est pas complètement clair de savoir qui prend le pas sur qui. Donc P1 dégage, et il dégage aussi. Donc de toute façon, il dégage, mais ça sert de référence. P1 est SUPG, on le revoit ici, il dégage autant dans le cas diffusif parce qu'il est aussi faux, et quand la convection prend le dessus, tout doucement, ça redevient bon, mais vous voyez que là, c'est quand même encore à 2,10-1 d'erreur. OK, MSFM line et SUPG, donc là, j'ai une méthode intrinsèquement multi-échelle, et je l'ai stabilisée. Vous voyez, évidemment, elle marche bien dans le régime diffusif, enfin bien égale 20%, mais je ne dévie pas de ma ligne de pensée. Hein. Je suis toujours, c'est bien pour moi, c'est 10-20%. Et puis, elle marche raisonnablement bien dans le régime convectif. Et puis, je continue, et tout ceci me, d'une certaine, conforte dans les conclusions du coup d'avant. C'est-à-dire, oui,
en réfléchissant, on peut bâtir des méthodes qui sont tout en bas de toutes les autres. Alors, j'avais fait un commentaire tout à l'heure que j'ai oublié de reproduire ici. Il y a un petit commentaire là, je vais vous le remontrer, qui était, attention, nombre de degrés de liberté pas identiques. Ce que je veux dire par là, c'est que la comparaison est un petit peu stricto sensu. On pourrait critiquer ce transparent en disant attention, parce que quand vous rajoutez des bulles, génériquement, vous doublez le nombre de degrés de liberté. Donc, dans une verticale donnée, vous êtes en train de comparer des pommes et des poires. Et ce n'est pas complètement vrai. Cela dit, je ne les compare pas à ce degré de granularité. Ce que je dis, c'est que la courbe verte est en dessous de la courbe rouge, et ça, vous pouvez décaler rouge et vert comme vous voulez, ça restera vrai. Donc il faut aussi... voilà. Mais en toute rigueur mathématique, attention, il y a des nombres de degrés de liberté qui passent de 1 à 1,8, ou etc. En CR aussi, parce qu'en Kruszer-Ravière, on n'a pas les mêmes degrés de liberté sur un triangle qu'on n'a pas, puisque c'est des faces et non pas des sommets, etc., etc. Donc il y a une certaine variation. Tout ça, ça dépend si c'est des triangles ou des quadrangles, ça dépend si c'est du 2D, si c'est du 3D, etc., etc. Donc il faut être un peu flexible avec ça. Mais les comparaisons globales que je fais restent. Et ces comparaisons globales sont les choses suivantes. Donc c'est des conclusions d'une expérimentation. Et j'ai mis un dièse là-haut pour renforcer ce truc, parce que pour le moment, il est bien compliqué d'avoir une analyse numérique complète qui documente l'ensemble de ces conclusions. Pour le moment, c'est vraiment du numérique expérimental. On regarde professionnellement, et voilà ce qu'on constate. On sait expliquer des bribes, on sait expliquer, et si vous vous reportez aux articles que j'ai indiqués, et qui seront dans les slides, on sait expliquer des bribes, voilà pourquoi ceci se passe mieux que tel. Mais on est très loin d'avoir une carte du tendre complète, où on explique toutes les constatations. D'accord ? Alors, P1 SUPG est incorrect en diffusion pure, ça on le savait. Elle fournit une bonne précision en advection dominée, mais attention, d'une certaine manière pour de mauvaises raisons. Hein. Attention, attention. Donc il y a une zone grise où il faudra être particulièrement attentif. MSFM, Line SUPG fournit une bonne précision. Vous voyez, encore une fois, je suis très mesuré dans mes estimations. Là. Bon, voilà, dans les deux régimes. Il y en a une autre qui est instable. La stabilisation incorporée dans les fonctions de forme n'est pas suffisante. Voilà. Et puis, la meilleure qu'on a trouvée pour le moment, c'est celle-ci. C'est la meilleure méthode. Et alors, bon, je me doute que vous n'êtes pas passionné par qui est la meilleure méthode. Par contre, c'est important de vous dire quels ont été les critères. Bon, le critère, c'est que ça donne la courbe d'en bas, donc ça, c'est déjà sympa. Mais c'est aussi qu'elle est sans paramètres. Sans paramètres parce que, attention, là, on compare plein de méthodes. Si vous avez un oversampling, vous avez un paramètre qui est à quel point le grand triangle est un homothétique du petit. Ça, c'est un potard qu'il va vous falloir régler. Moralement, si le grand triangle, c'est plus l'infini, votre fonction, elle est parfaite. Sauf que dans la pratique, ce n'est pas plus l'infini, c'est 1,5, 2, 3, et ça vous donne un coût de calcul. Et ça vous donne une imperfection de la troncature. De même, dès que vous prononcez le mot SUPG, vous avez des paramètres de stabilisation. Si on regarde dans la littérature, il y a des recettes pour fixer ces paramètres, mais ces recettes, encore une fois, qui sont basées sur des mathématiques tout à fait décentes, ne sont pas suffisantes pour couvrir tout le champ du possible. Donc il y a des fois où il faut croiser les doigts et croire en Dieu. Et donc ça, c'est des paramètres encore sur lesquels on peut raisonnablement être inquiet, en particulier dans une logique R&D industrielle. Donc le fait d'avoir des fonctions de base qui valent ce qu'elles valent, mais qui au moins dépendent de moins de paramètres possibles, et ici, honnêtement, il n'y en a qu'un, c'est la taille du maillage grossier, et on ne voit pas comment on ferait à moins, c'est rassurant. Donc ça peut représenter un atout. Et alors la dernière chose, c'est assez curieusement, on sait expliquer ça, mais elle fournit aussi une bonne approximation de la couche limite. Ce qui est un peu antithétique avec ce que je racontais tout à l'heure, à savoir qu'on n'a pas cherché ça, sauf que c'est un bonus. Alors évidemment, ça n'arrive jamais en une échelle, parce qu'en une échelle, c'est du P1 et SUPG, on ne peut pas avoir une fonction P1, même sur la dernière couche, qui attrape exactement le profil d'une couche limite. Mais là, précisément, comme on est en train de résoudre à l'intérieur de chaque triangle, entre guillemets, on peut espérer, et il se trouve que ça marche. Alors, attention, tous ces tests ont été menés avec B égale B, c'est-à-dire B est une constante, et B égale B de X. Bien. Mais si maintenant je fais un B qui oscille, je jette tout et je recommence. Parce qu'évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le domaine d'advection dominée, il va y avoir aussi un caractère intrinsèque multi-échelle lié à la multi-échelle de l'advection. Et puis, si B se met à dépendre du temps, ou de n'importe quel paramètre exogène, je ne suis pas content du tout. Parce que dans une méthode comme ça, dès que vous voyez le mot adv, ça veut dire que vous avez rajouté B dans les fonctions de forme. Donc tout le baratin que j'ai fait tout à l'heure pour vous dire que votre fonction de forme était problème dépendant, non seulement elles dépendent de la diffusion, mais ça, la diffusion, vous pouvez raisonnablement penser que dans beaucoup d'applications, elle est fixée une fois pour toutes par la microstructure. Mais elles vont dépendre du champ de convection observé.
Et ce champ de convection observé, dans beaucoup d'applications, il change. D'accord ? Quelquefois, c'est un paramètre même du problème. Vous cherchez le champ de convection pour que ceci ou pour que cela. Ce qui veut dire que vous avez complètement décuplé, en un certain sens, vos difficultés d'intrusivité. D'accord ? Donc, il faut faire attention. Il faudra aussi... Alors, quand je dis idée pour réduire, ça veut dire, premièrement, on en a, et deuxièmement, on n'en a pas assez. Il faut chercher un peu dans cette chose-là. Les conclusions 1 et 2 et 3 confortent des conclusions qu'on avait déjà eues. OK ? Troisième illustration, elle va être assez courte. Donc la première, c'était tout ça c'est intrusif. N'importe quelle méthode est intrusive de ces classes de méthodes. Et il faut réfléchir à la manière de les rendre les moins intrusives possibles. Deuxième observation, c'est dans certains cas, la théorie de l'homogénéisation nous laisse un peu seuls parce que est-ce que c'est l'opérateur du membre de gauche? Est-ce que c'est l'opérateur du correcteur? Qu'est-ce qu'il faut coder? Il faut comprendre. Et la troisième illustration, c'est la question du cadre aléatoire. Alors ça, c'est assez aussi intriguant. Parce que si vous regardez, remontons à l'équation la plus simple qu'on a, c'est-à-dire l'équation de diffusion. Mais cette fois, faisons que le coefficient dépend d'un paramètre aléatoire. Bien. Si vous regardez avec une granularité suffisante, vous disposez de tous les ingrédients dont vous disposez à toutes fins utiles dans la théorie du périodique. Alors, ces ingrédients sont plus difficiles à mettre en œuvre, et ils sont moins documentés, parce qu'il y a certains taux de convergence qui sont véritablement difficiles à attraper, etc., etc. Mais formellement, pas formellement, excusez-moi, mathématiquement, si vous n'êtes pas trop exigeant, vous avez exactement tous les ingrédients nécessaires. Vous avez l'équation homogénéisée qui est la même, vous avez votre coefficient, vous avez une formule pour le calculer. J'ai mis idem parce que c'est idem que dans le cas périodique, sauf que maintenant vous avez une espérance, et il va falloir réaliser différents environnements. Vous avez une équation du correcteur, et c'est quelque chose auquel je suis très sensible, qui est posée dans RD, donc vous serez obligé de la tronquer, etc. Mais ok, glissons sur tout ce truc qui occupe des dizaines de chercheurs, c'est pas le point, mais vous avez le même dictionnaire. Premier point. Deuxième point, si vous essayez de l'appliquer, ce dictionnaire, eh bien, c'est pas simple. C'est pas simple parce que c'est très coûteux. Le précalcul de A est des espérances, ça veut dire que vous voulez générer différents environnements. À chaque environnement, vous faites quasiment un calcul qui ressemble au périodique, vous moyennisez sur l'environnement, etc. C'est une usine à gaz. Donc déjà, les gens qui étaient apeurés par la version déterministe, ils ne sont plus dans la salle pour la version aléatoire. Vous avez des problèmes de biais, des problèmes de variance, etc. Et ça m'a occupé, ça a occupé des gens dans cette salle, et ça en occupe d'autres pour des centaines d'heures de recherche. Donc c'est pas simple. Et du coup, en pratique, on est très, 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 très rudimentaire. En pratique, sur un problème aléatoire, je ne crois pas m'avancer beaucoup en disant que vous réalisez une fois l'environnement, vous prenez une droite aussi grande que possible, et c'est pas très grand, vous calculez le coefficient et vous décidez que c'est la moyenne. C'est-à-dire que vous avez un véritable schisme entre l'immense documentation mathématique qui existe et le caractère rudimentaire des approches mises en pratique parce qu'on ne peut pas, parce que c'est trop cher. D'accord ? Alors maintenant, quand vous allez à MSFM, j'allais dire c'est encore pire. Et vous êtes autant frustré parce que vous avez tout le dictionnaire possible, okay ? Vous avez même l'équation avec laquelle il faut écrire les fonctions de forme. Mais si vous prenez les choses au pied de la lettre, vous vous trouvez avec un code dont les fonctions de forme sont aléatoires. Ce n'est pas une super bonne nouvelle. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un sain d'esprit qui va attaquer ça. Donc vous dites, je veux éviter ça. Alors nous, on avait fait des trucs dans un cas faiblement stochastique avec Frédéric Le Gall et avec un étudiant à l'époque. D'ailleurs, on dit, votre cas stochastique, il ne l'est pas vraiment. Enfin, vous voyez, on est un peu gêné aux entournures. Et puis on dit, on met un petit peu de bruit dans un système périodique. Le système périodique, les fonctions de forme du système périodique doivent survivre un peu. Mais on sent bien qu'on est en train de faire quelque chose qui est quand même pas... voilà. Bon. Il n'existe rien. Il n'existe rien, pourtant vous avez la même formule. Alors ce que j'ai essayé de vous expliquer pendant 40 transparences, c'est que cette formule-là, vous pouvez la mettre à toutes les sauces, elle est relativement robuste, et elle vous aide dans la discrétisation, dans la définition des fonctions de forme, dans l'ingénierie logicielle. Donc vous avez tout, sauf que dans le cas aléatoire, vous ne savez pas la mettre en musique. D'accord ? Donc il y a, du point de vue des géométries aléatoires, un immense gap à combler, et bien malin celui qui saura s'il faut prendre l'approche classique et aller effectivement, au fond, et la rendre très efficace, parce qu'on pourrait montrer des méthodes qui, en tronquant immensément le problème,
vont quand même donner des coefficients raisonnables qui seront adjoints probablement avec des méthodes de réduction de variance, etc. Donc est-ce qu'il y a toute une boîte à outils qu'il faut vraiment développer à fond pour que les gens de la mécanique et de l'industrie puissent l'utiliser à un coût limité? Ou est-ce qu'au contraire, la voie, c'est d'aller vers MSFM, essayer de comprendre comment on pourrait faire ces choses-là? Je cite le problème, je suis très loin d'avoir une quelconque idée sur quoi faire. Bon, je vais conclure en vous donnant 2 questions non évoquées. Et d'abord vous expliquer que j'ai truandé de A à Z pendant 55 minutes. Parce que je vous ai dit, le problème de l'homogénéisation classique, entre guillemets, c'est qu'il faut avoir la théorie et il faut que epsilon soit assez petit. Donc j'ai été assez méchant avec cette homogénéisation. Et je vous dis, mais moi j'arrive avec, ça y est, la martingale, c'est les méthodes multi-échelles, qui n'ont pas forcément besoin de théorie et qui n'ont pas besoin forcément que epsilon soit tout petit. Sauf que, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'elles ont quand même besoin de quelque chose. Elles ont besoin du coefficient à epsilon. Parce que le coefficient epsilon, il est partout, il est en fonction de forme, il est partout. Mais moi, je ne connais pas de problème pratique où le coefficient à epsilon est entièrement disponible. En pratique, on ne fait pas, on a une vague idée, on a 3 photos de la microstructure, en fait les 3 photos elles ne collaborent pas, etc., etc. Donc une des questions, vous voyez, je vous disais, il faut dégrader les méthodes, il ne faut pas chercher forcément la précision comme un dingue. Il faut aussi chercher les méthodes non intriquées. Mais il y a aussi quelque chose, c'est qu'il faut chercher celles des variantes qui sont les plus robustes vis-à-vis d'une connaissance partielle de la microstructure. Alors par exemple, c'est ce qu'on avait fait avec les conditions de Kruser-Gravia en disant si les perforations ne sont pas bien alignées, ça va quand même marcher. Bon. Eh bien, il faut le même genre de registre de questions. Si vous connaissez le A epsilon seulement à une échelle qui est... Alors si vous ne le connaissez pas du tout, évidemment, vous jetez garbage in, garbage out. Mais si vous le connaissez, mais pas forcément parfaitement à la petite échelle, mais d'une échelle méso, etc., qu'est-ce qu'on peut quand même faire? Alors on avait fait des tentatives, là, avec... Frédéric Le Gall et Simon Lemaire et d'autres collaborateurs. Bon, ça vaut ce que ça vaut, ça existe dans le paysage, mais c'est clair qu'il faut essayer de comprendre ça si, encore une fois, on veut rapprocher ces outils des outils du monde de la R&D. Par dégrader, vous comprenez que je ne veux pas dire dégrader au sens de la rendre stupide, mais au sens de limiter un tout petit peu sa précision pour avoir d'autres aspects. Et puis alors la dernière chose, mais c'est presque une phrase qui s'appliquerait à beaucoup d'exposés, en tout cas beaucoup de mes exposés, on a exploité partout encore et encore la linéarité de l'équation. D'accord, la formule avec laquelle j'ai vécu, le développement à 2 échelles, etc. Bon, là. Alors vous me direz, en calcul scientifique, quand on a un problème non linéaire, on gèle la non-linéarité, on fait du point fixe, et dans beaucoup de cas, on s'en tire. Et puis il y a des choses bien entendu plus élaborées. Sauf que, attention, là on a un problème qui est non linéaire et multi-échelle. Donc vous avez beau geler la non-linéarité, si à un moment vous itérez sur la non-linéarité, vous itérez sur les fonctions de forme. Et ça on ne veut pas. D'accord ? Donc pour le moment, il n'y a aucune compréhension intrinsèque, directe, d'une méthode multi-échelle sur un problème non linéaire, même le plus simple possible. Vous revenez au déterminisme, vous revenez au périodique, vous revenez à tout ce que vous voulez, vous prenez un problème intrinsèquement non linéaire, vous cherchez à l'attaquer par des fonctions de forme, bigre, lesquelles? Voilà. Alors, j'ai mis un RB ici, qui n'est pas Rutger-Bismans, mais qui est Reduced Basis, parce qu'évidemment, immédiatement, on pense aux gens qui ont eu les mêmes difficultés et qui se disent « je développe ma solution sur une base de fonctions adéquate, et ça marche bien en linéaire, mais qu'est-ce que je fais en non linéaire ?» Et ça, c'est des techniques Barrow, Patera, Maded, d'interpolation empirique, etc., les magic points, etc. Donc, il y a des recettes qui ont été appliquées. Peut-on les appliquer dans ce contexte-là? Je ne sais pas, mais c'est une vraie question, parce que là aussi, des problèmes non linéaires multi-échelles, on en a, et ça ne sera pas évident de comprendre comment les traiter. Voilà, je suis à 1 minute près dans les temps, ce qui veut dire que j'ai 1 minute pour me faire de la pub. Voilà, 2 livres qui viennent de paraître. Alors, il y a plein de livres, il y en a plein, c'est encore d'autres. Il n'y a pas qu'une seule façon de raconter l'homogénéisation, il y en a plein, on a voulu donner la nôtre. En français, pour les élèves de M2, et avec un vrai focus théorie, et puis en anglais, avec des choses qui sont plus orientées vers le numérique, okay, et des choses qui mélangent théorie et numérique, déterministe et probabilité. Donc voilà, dans votre liste de livres d'homogénéisation, c'est encore d'autres, mais c'est bien qu'il y ait la variété des choses parce que vous pourrez picorer
les aspects qui vous arrangent ou les aspects que vous trouvez les plus agréablement racontés dans chacun des livres. Merci beaucoup.